Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, enregistré en public à l'école alsacienne, que je remercie de son hospitalité, qui a maintenant 7 saisons derrière elle et une saison devant elle. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Donc, que je vais introduire par quelques nouvelles un peu plus longues que d'habitude. D'abord, parlons de la seule chose qui importe, c'est-à-dire la ressource. Alors, la ressource, ce sont vos contributions. Vous savez d'ailleurs que nous avons la possibilité désormais de défiscaliser les dons qui proviennent des États-Unis, mais je tiens à vous signaler que notre commissaire aux comptes précise que la date d'émission des chèques fait foi pour l'émission des reçus fiscaux 2024, alors que pour les virements directs, c'est la date d'encaissement qui fait foi et non la date d'émission. Donc, n'hésitez pas, dès maintenant, faites le virement que vous vous prépariez à faire un tout petit peu plus tard. En tout cas, faites tout ça le plus tôt possible et avant le 31 décembre. Merci. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ci-devant président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, essayiste et ci-devant rapporteur général comment ça s'appelait déjà, le Conseil de refondation de quelque chose, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne Blick.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Et maintenant, on fait quoi ?» Il est chapeauté ainsi « Comment sortir de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays après 6 mois de crise et de soubresauts ?» Dans un grand entretien, notre ami Michel Vinocq, qui fut coprésident de la mission sur l'avenir des institutions, soutient qu'il est temps de concevoir un nouveau système permettant de rompre avec le chaos actuel, mais que cela n'implique nullement de rompre avec la Ve République, bien au contraire. Notre prochain enregistrement public aura lieu le 13 janvier. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Dimanche prochain et le dimanche suivant, nous mettrons en ligne 2 entretiens. Le premier avec Michel Elchaninov, qui vient d'effectuer un long séjour en Ukraine, et le second avec Richard Verly, ici présent, qui vient d'en effectuer un non moins long aux États-Unis. Puis le 6 janvier, nous mettrons en ligne une émission thématique sur la social-démocratie et le rocardisme, avec Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT, Éric Lombard, ancien proche collaborateur de Michel Rocard et aujourd'hui directeur général de la Caisse des dépôts, et Michel Vinocq, déjà nommé. Après notre récente conversation sur le Parti socialiste et dans le chaos politique et intellectuel que nous traversons, il m'a semblé utile de traiter un pareil thème. Enfin, nous mettrons mercredi en ligne l'enregistrement de nos échanges avec le public de l'école alsacienne. Nous retrouverons après les fêtes la suite de notre série consacrée à Notre-Dame avec l'ancienne directrice du patrimoine, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, et nous parcourrons son histoire depuis le conflit entre l'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, en passant par la manière dont la cathédrale s'est constituée en foyer de pouvoir, de Philippe le Bel à Louis XIV, jusqu'à devenir indissociable de l'histoire politique, militaire, religieuse et littéraire de la France. Comme vous le savez, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous maintenant à notre premier sujet, le nouveau gouvernement et nos institutions. 6 mois après la dissolution de l'Assemblée, la France, plongée dans une incertitude politique sans précédent, se trouve divisée en 3 blocs. Pour l'historien Marc Lazare, nous nous trouvons dans une crise politique claire et nette, mais pas une crise institutionnelle de régime, comme nous l'avons vécu en 1958. La chute du gouvernement Barnier début décembre, après une motion de censure votée à la fois par le nouveau Front populaire et par le Rassemblement national, a abouti à la nomination comme Premier ministre de François Bayrou, qui ne faisait pas mystère de sa conviction que son tour était venu d'occuper l'hôtel Matignon. Le chef de l'État, après avoir d'abord proposé par téléphone au président du MoDem la 2e place du nouveau gouvernement, l'a reçu et a cédé devant la possibilité d'un blocage et d'une rupture avec son principal allié. Le centriste préconise un gouvernement large et central, avec des réformistes de gauche, du centre et de droite, républicains
hors extrême. Il pourrait bénéficier, du moins dans un premier temps, de la bienveillance de Marine Le Pen, qu'il a toujours traitée comme la représentante d'un mouvement concourant à l'expression du suffrage, jusqu'à lui donner son parrainage pour la présidentielle de 2022, ou à prendre sa défense lors du procès des assistants du Front National et du Rassemblement National au Parlement européen. Ce deuxième point peut être non sans une pensée personnelle. Si de la part du nouveau Premier ministre. Si de la gauche au Rassemblement national, tout le monde loue sa capacité au compromis, François Bayrou n'a qu'un groupe parlementaire plus restreint que celui de Michel Barnier, 36 députés MoDem contre 47 les Républicains, un socle commun pas plus large, et même moindre si les LR se retirent, des Français qui ne veulent pas de lui, seuls 4% souhaitaient un Premier ministre issu du camp présidentiel, et un procès en appel prévu courant 2025 dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. La France insoumise a promis une nouvelle motion de censure immédiate, le Parti socialiste déclare rester dans l'opposition, le Rassemblement national affirme qu'il n'y aura pas de censure a priori, et les Républicains réclament des garanties pour rester au gouvernement. Selon le récent sondage Ipsos sur les fractures françaises, 86% des Français n'ont pas confiance dans les partis politiques. Et alors que sa cote de popularité a chuté, Emmanuel Macron s'apprête à perdre son parti, Renaissance, au profit de Gabriel Attal. Si le Premier ministre qu'il vient de nommer tombe lui aussi, c'est lui, Emmanuel Macron, qui se retrouvera en première ligne et seul. Sur cette question, David Jays. Alors peut-être que plutôt que de faire du commentaire politique sur les événements de ces derniers jours, essayons de préciser le contexte et les événements auxquels François Bayrou va devoir faire face. Quelle est la situation de la France ? La France appartient à un bloc européen et occidental qui est en proie à de très grandes turbulences. D'abord parce que le monde occidental, qui ne représente plus que 700 ou 800 millions d'êtres humains, est en train de perdre une partie de la confiance du monde. On voit bien que le sommet des BRICS à Kazan ces derniers mois a montré combien les anciens pays colonisés, les pays émergents étaient de plus en plus en train de creuser leur propre sillon. La Chine est engagée dans une course industrielle, technologique, d'innovation qui est extrêmement puissante et qu'on a très longtemps sous-estimée. Et le monde change en réalité à une vitesse dont nous, Français, n'avons pas conscience. Et je dis bien nous Français parce que nos voisins, les Néerlandais, chez qui j'étais encore la semaine dernière, sont beaucoup plus conscients de ces aspects. Nous sommes comme ouatés, chloroformés par un état social qui, à force d'endettement, préserve un confort de vie qui risque très rapidement de se dégrader. J'ajoute à cela que l'Europe est en guerre, puisque Vladimir Poutine livre à l'Ukraine une guerre d'agression et que les Américains viennent d'élire pour la seconde fois le président Donald Trump, qui n'a aucune envie de faire des cadeaux aux Européens, que ce soit sur le plan de la sécurité collective ou sur le plan, tout simplement, des alliances géopolitiques. Donc, nous sommes dans un monde profondément instable. Il est possible d'avoir un État fort dans un monde instable. Ça permet de survivre. Il est possible d'avoir un État faible ou un gouvernement faible dans un monde stable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un État qui est affaibli par plusieurs mois de crise et de vaudeville politique dans un monde instable. Donc, l'enjeu, c'est la stabilisation politique de la France. C'est-à-dire qu'il faut rétablir un gouvernement et un État fort pour survivre dans un monde instable. Et pour ce faire, il faut prendre garde à ce que les trois crises que traverse la France ne se muent pas en catastrophe. Quelles sont ces trois crises ? Il y a, à mon sens, une crise morale. Cette crise morale, c'est à la fois la défiance très profonde qui sépare aujourd'hui les représentés de leurs représentants, de toute nature d'ailleurs, c'est pas simplement vis-à-vis des ministres ou du président ou des institutions nationales. On voit même que les fonctions naguère très appréciées du pouvoir mayoral sont atteintes. Les derniers états de l'art dans les fractures du Cevipof montrent bien, les fractures françaises montrent bien que il y a une crise de confiance très profonde dans ce pays et cette crise morale risque de s'approfondir. Il y a une crise morale aussi du personnel politique, c'est-à-dire un manque profond de tenue morale, de capacité à sortir de sa condition, à sortir de ses équations de parti, de sortir de ses calculs politiciens, de sortir du coup d'après pour essayer à un moment de faire œuvre de bonne volonté et de stabiliser le pays. Il faut donc prendre garde à ce que cette crise morale ne se mue pas en crise sociale.
La deuxième crise que nous traversons, c'est une crise financière. Pas besoin de refaire le tableau, on en a souvent parlé ici, 3200 milliards de dettes, une dégradation de la note de la France par une des agences de notation, et vous savez aujourd'hui comment ça fonctionne, hein, on achète de la dette, les grands gestionnaires d'actifs achètent de la dette, et ils ont des règles de conformité qui font que ils peuvent acheter certaines classes d'actifs, et donc si la note de la France continue d'être dégradée, elle va sortir des classes d'actifs sûres pour beaucoup de gestionnaires d'actifs, et donc tout de suite ça va faire remonter la prime de risque, et donc cette crise financière pourrait devenir une crise économique. Donc on a une crise morale qui pourrait devenir une crise sociale, une crise financière qui pourrait devenir une crise économique, et une crise politique, c'est mon troisième point, c'est ma troisième crise politique enclenchée en réalité par cette décision stupide de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui s'est poursuivie ensuite tout l'été. On pensait avoir trouvé une stabilité avec le gouvernement de Michel Barnier. Il n'en était rien puisqu'il a été censuré. Eh bien, il faudrait prendre garde à ce que cette crise politique ne se mue pas en crise institutionnelle. Pour le moment, la Ve République a plutôt montré sa robustesse, sa plasticité, sa capacité d'adaptation. C'est une constitution qui est quand même assez intelligente, même si elle a été adultérée ces 20 dernières années par le quinquennat et un certain nombre d'innovations malheureuses. Voilà les circonstances dans lesquelles arrive François Bayrou. Je pense qu'il peut être l'homme de la situation, parce que c'est un homme de dialogue, c'est un homme de réconciliation. Il est relativement barycentrique à l'Assemblée nationale, il entretient des rapports cordiaux avec à peu près tout le spectre politique, mais il va falloir faire preuve à la fois d'habileté, de fermeté, de dextérité. Et la difficulté, comme toujours, c'est les travaux pratiques, c'est-à-dire la confrontation des principes très hauts qu'il a toujours affirmé avec un réel qui est aujourd'hui assez chaotique, mais j'espère qu'il réussira parce que c'est un peu notre dernière carte. Béatrice Zibla. Oui, comme vient de le dire David, c'est un peu notre dernière carte. Espérons que d'autres que lui, et d'autres que nous, et d'autres que vous, penseront aussi que c'est la dernière carte. Et que pour un certain nombre de nos élus, députés, mais aussi membres du gouvernement, ils se rendent compte qu'effectivement la situation est extrêmement grave et que le basculement peut se faire. Et donc on est sans doute sur la ligne de crête et ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors le choix de Bayrou, on sait tous comment il a mis le marché en main, si j'ose dire, vendredi matin au président en disant « tu me nommes ou je te lâche ». Et si je te lâche, eh ben, à ce moment-là, t'as tout perdu et tu t'en sortiras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un Bayrou qui, à la différence de tous les premiers ministres qu'on a eus, et peut-être même y compris Barnier, n'est pas un affidé d'Emmanuel Macron. Qu'il soit un allié, c'est incontestable. Il le fut d'entrée de jeu en 2017, et s'il n'y avait pas eu, j'allais dire, l'appui de Bayrou, Macron était dans une situation plus difficile pour l'emporter comme il l'a emporté en 2017. Donc je pense que c'est un point important. C'est peut-être le seul Premier ministre qui peut tenir tête d'une certaine façon à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne se souvient sans doute pas de ce qu'il lui doit, mais Bayrou se souvient très bien de ce que Macron lui doit. Et son expérience politique, il était en politique, il était une personnalité politique depuis bien avant Macron. Et je pense que, comme vient de le redire David, il connaît beaucoup, enfin, il connaît la politique, ce que, au fond, Macron ne connaît pas. Le nombre d'erreurs énormes qu'il a pu faire me donne à penser que, d'une certaine façon, il n'a pas de connaissance du jeu politique tel qu'il se pratique dans ce pays. Il a une confiance en lui totale, et à tel point qu'il voulait nommer Sébastien Lecornu Premier ministre, qui était une nouvelle erreur psychologique majeure quand on a une grande majorité des Français qui ne veulent
veulent plus que ce soit ça. Alors, que ce soit bien clair, pour moi, le NFP n'a pas gagné des élections. C'était un vote contre le RN et c'était pas un vote pour le programme du NFP. Ceci étant, il était évident que rester dans la logique d'Emmanuel Macron, toujours maître des affaires et mettant, alors là pour le coup, un de ses affidés au poste de Premier ministre, empêchait effectivement toute petite chance d'un chemin qui pourrait nous éviter effectivement la catastrophe. Voilà. Donc, dernier point, Bayrou évoque Henri IV. C'est vrai qu'il est arrivé après les guerres de religion. Et si Paris valait bien une messe, je me demande ce que Bayrou va lâcher pour pouvoir nous en sortir. Richard Verly. Je vais peut-être commencer par un point de vue résolument pas français. Il se trouve que cette semaine, j'étais en Suisse au moment où tout ça s'est noué. Et c'est intéressant à mon avis parce que en Suisse, jusqu'à à peu près la dissolution, Emmanuel Macron continuait d'avoir une très bonne image. Je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois à ce micro. Ça faisait partie de ces pays d'Europe, pour ceux qui connaissent la Suisse, libéral, attaché à l'attractivité économique, qui vote contre le rallongement des vacances et pour un départ à l'âge de la retraite plus tard. Bref, ce pays voyait Emmanuel Macron comme un président que les Français n'arrivaient pas à comprendre et c'était bien dommage. Et comme un président surtout très français, c'est-à-dire, en gros, intelligent, complexe et arrogant. Et j'ai noté cette semaine, vraiment, au fil de mes entretiens avec des amis journalistes, avec des gens qui s'intéressent à la politique française, du côté de la Suisse romande plutôt, que même les Suisses ne comprennent plus Emmanuel Macron. C'est très frappant, ça m'a vraiment frappé. Même les gens qui louaient justement Emmanuel Macron pour tous ses efforts à attirer les investissements étrangers, les multinationales, etc., ne le comprennent plus et pensent qu'il a perdu la boule ou qu'il a perdu sa boussole. Et pour moi, c'est très révélateur parce que là, on voit que sa clientèle, elle n'est pas française, mais c'est des gens qui sont un peu de ce monde-là. On pourrait dire le monde de Davos, pour faire simple. En gros, eh bien, même le monde de Davos ne comprend plus Emmanuel Macron. Donc, on voit bien, et c'est quelque part ce qui me rassure sur la France, que l'équation personnelle Emmanuel Macron explique pour une large part la crise politique dans laquelle on est maintenant. Ce qui veut dire que le jour où il partira, et ça viendra, il l'a dit lui-même, il partira 3 points de suspension dans 30 mois, peut-être qu'à ce moment-là, la boussole et les horloges se remettront à indiquer la bonne heure, parce que ce qui est paradoxal, c'est que le maître des horloges a déréglé les horloges, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est impossible de savoir à quelle heure on est. Je dis ça parce que je crois qu'il y a une équation Emmanuel Macron qu'on ne peut pas ignorer. Même si on ne veut pas faire de commentaires politiques, le fait est que la situation dans laquelle on est le produit de sa gestion de l'État, de sa manière de conduire les affaires de l'État, de sa manière de nommer les premiers ministres, y compris, on l'a vu vendredi, en tout cas moi les seules informations que j'ai, c'est celles que j'ai lues dans la presse, mais on attend là-dessus les révélations de Jean-Louis, évidemment. Deuxième point... Je lis les journaux aussi. Deuxième point, sur François Bayrou. Et là, j'essaye de répondre à la question de peut-il apporter les réponses à cette crise ? Eh bien, j'avoue que je ne le sais pas. Je l'ai trouvé hier pour sa première intervention publique sur Mayotte un peu dans le vague. Il donnait l'impression d'être un peu perdu. C'était étonnant le contraste entre la manière dont il a parlé et la manière dont Bruno Retailleau derrière a été très précis sur le dossier. Mais vous me direz, c'est normal, il est ministre de l'Intérieur. Je pense que François Bayrou va devoir très vite démontrer qu'il est capable de tenir Emmanuel Macron à distance. 2, qu'il a vraiment l'autorité, et 3, comme ça vient d'être dit, qu'il a dans sa besace de Père Noël, puisqu'on approche du 25 décembre, quelques, sinon cadeaux, du moins offres à faire aux différents camps politiques pour qu'ils jouent le jeu avec lui durant les 30 prochains mois. Et pour ça, je crois qu'au fond, la seule solution que j'entrevois pour calmer le jeu, abaisser la tension et donc rassurer, c'est la coalition des ne pas. Il faut que les partis, alors je ne sais pas si on peut dire partis de gouvernement, mais il faut que suffisamment de partis à l'Assemblée nationale s'engagent à ne pas voter la censure.
C'est le fameux pacte de non-censure. Donc ça, c'est le premier ne pas. Ne pas voter la censure. Alors, qui est prêt et à quelles conditions? Deuxième, il faut sans doute que François Bayrou s'engage à ne pas utiliser le 49.3. Donc, à aller au bout de la logique parlementaire, c'est ce que demande la gauche, si je ne me trompe pas, en tout cas une partie de la gauche, pour ne pas censurer. Ça me semblerait assez salutaire, ça laisserait au Parlement le soin de débattre, même longuement, comme on le fait dans d'autres pays. Donc, premier, ne pas censurer. Deuxièmement, ne pas utiliser le 49.3, c'est-à-dire ne pas forcer le vote ou ne pas aller vers l'adoption de projets de loi sans vote. Et il faudrait sans doute qu'Emmanuel Macron s'engage à ne pas dissoudre. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait, me semble-t-il, un donnant-donnant assez solide pour qu'on aille vers une stabilité de ces 30 prochains mois qui, bien évidemment, s'érodera 8 mois avant la présidentielle de 2027, parce qu'alors là, les couteaux seront tirés et les candidats sortiront du bois, mais ça permettrait d'avoir une stabilité jusqu'on va dire novembre 2026, c'est-à-dire 2 ans. Je pense que c'est nécessaire, je pense que la France a besoin de calme, je pense que les entrepreneurs français ont besoin de travailler. Et dernière chose qui m'inquiète, mais sans pouvoir y revenir, moi c'est pas tellement le problème financier de la France parce que elle a les moyens de payer sa dette, même si ça lui coûte de plus en plus cher, c'est que l'économie réelle, celle des entreprises, est en train de s'asphyxier. Et vous aurez remarqué, parce que nous sommes en France, que personne n'en parle, parce que bien évidemment, être entrepreneur en France, gagner de l'argent, faire des affaires, ça reste extrêmement peu populaire et peu important. Jean-Luc Bourlanges. Oui, j'ai écouté ce qu'a dit David. Il parle de barycentre. J'ai jamais su ce que c'était qu'un barycentre, que je suis pas du tout scientifique. Je crains le centre qui barille. Et je pense que Bayrou doit se garder d'être un éléphant. Moi, je serais plutôt favorable à un barocentre. Je pense que François Bayrou, mais c'est une affaire, il est porté par deux attentes, une attente de redressement et une attente de réconciliation. Sur la réconciliation, je crois qu'il est bien placé et bien compris pour la mener à bien. Je pense que l'essentiel de ce qu'il devrait faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il accepte, qu'il intègre totalement une logique de redressement économique. C'est pas son image. Ça doit être son programme, me semble-t-il. Je pense que le pays attend ça, et pour que les ne pas de Richard se réalisent, il faut qu'il y ait au cœur du jeu une perspective. Je pense que si les Français sont totalement déboussolés, c'est qu'on ne leur a rien dit. Michel Barnier avait l'idée qu'il fallait faire quelque chose de cet ordre, mais il l'avait en fait remis après le budget. Et puis le budget l'a frappé, donc il n'a pas pu effectivement proposer au pays une voie nouvelle. Je pense que ça s'impose. Mais je ne vais pas développer ça. Parce que, voyez-vous, je ne voudrais pas mettre en cause ma réputation de brièveté. Et donc je voudrais me concentrer, et je répondre à Richard sur ce point, sur les aspects institutionnels de la crise que nous traversons. D'abord, je crois que le premier point, c'est qu'on a eu, à travers une gestion très très difficilement compréhensible de l'Élysée, de la crise qui vient de se produire, on a eu quelque chose que Emmanuel Macron refusait depuis 2022. Moi, je l'avais appelé à faire ça en 2022 dans des articles tout à fait ignorés, rassurons-nous. C'est-à-dire le fait que dans une situation où il n'y a pas de majorité claire, ni d'un côté ni de l'autre, où on a une troisième forme d'équilibre ou de déséquilibre institutionnel après la concordance des majorités à l'époque classique de la Ve République, puis les périodes de cohabitation avec un armistice et une répartition des pouvoirs, la seule réponse à la situation institutionnelle qui était la nôtre, c'était de repartir à la lettre des institutions de 58, telles qu'elles avaient été préparées par Michel Debré, c'est-à-dire l'affirmation d'un pouvoir primo-ministériel du Premier ministre fort, évidemment
un pouvoir qui ne mettait pas en cause les équilibres fondamentaux sur lesquels le président a été élu et qui ne l'empêchait pas d'exercer les fonctions régaliennes essentielles de garantie de l'indépendance nationale du territoire et donc de la défense nationale. Mais une autonomie du pouvoir de Matignon, parce que dans la situation où nous sommes, c'est forcément entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale, et plus généralement le Parlement, que se noue la solution, le compromis, le contrat, l'ambition qui doit être celle d'un futur gouvernement. Et ça, Emmanuel Macron ne l'a pas accepté pendant 2 ans, et l'idée de nommer dans des conditions assez apocalyptiques, après avoir, parce que ça serait fait au prix d'une humiliation totale du MoDem, de nommer Sébastien Lecornu, était de ce point de vue-là très inopportune. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Sébastien Lecornu. Ça a été un excellent ministre. Il a notamment fait passer la loi de programmation militaire dans de très bonnes conditions, même si je regrette qu'il n'ait pas suivi mon amendement sur une augmentation supplémentaire qui aujourd'hui apparaît comme bien nécessaire du budget des armées. Mais c'est un garçon honorable, comme disait Marc-Antoine. C'est un garçon honorable, et je pense que simplement ça ne pouvait pas coller, parce que c'était simplement la marque de la reprise en main du gouvernement par l'Élysée. Il y a eu la dissolution qui avait privé le président de la République de la maîtrise de la politique gouvernementale, et il attendait de façon absolument inconsidérée, selon moi. Je pense que c'est ça qui explique la grande stupéfaction des compatriotes de Richard. Il attendait de la censure que, voilà, le retour. Bon, ça n'était pas. Et cette crise qui a été assez dure, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas plus d'informations que personne. J'écoute les télévisions et je lis les journaux. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu une confrontation assez dure qui s'est traduite par la nomination d'un Premier ministre autonome. Donc c'est le premier aspect. Alors là où je me distingue de Richard, c'est que je crois que ce retour à la Ve République mode Debré, si je puis dire, implique qu'on ne renonce pas ni au droit de dissolution, ni au 49.3. Alors le droit de dissolution, évidemment, il n'est pas question de s'en servir actuellement, et personne, c'est assez drôle, d'ailleurs tout le monde discute de ça, mais personne n'a envie de le voter, parce que on ne sait pas du tout où ça conduirait. Le président sait bien que s'il dissout, il risque de perdre à nouveau. Les socialistes, s'ils votent la censure et si ça entraîne une dissolution, ne savent pas du tout comment ils agiront. Le Front républicain est difficilement reconstituable, puisque même le front du Front populaire est difficilement reconstituable. Donc tout ça favoriserait certainement Marine Le Pen. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit affirmer qu'on ne s'en servira jamais. C'est un élément de dissuasion important. Donc je pense que là, il faut simplement donner le sentiment qu'on va tout faire pour éviter ça. Quant au 49.3, c'est très intéressant. Parce que le 49.3, alors les modalités actuelles du 49.3, c'est la modalité de la question de confiance, ne sont pas bonnes. Moi, j'avais proposé, au moment de la révision constitutionnelle, dans le comité Balladur, où on avait préparé la révision constitutionnelle de 2008, j'avais proposé une autre méthode. Malheureusement, j'avais fait un séjour chirurgical dans un hôpital, le moment où le comité a vraiment délibéré de ça. Et après, Édouard Balladur m'a dit, je crois que c'est dommage qu'on n'ait pas pris votre idée. Mon idée, c'était simplement qu'on supprime la motion de censure, qu'on passe directement le 49.3. Si la loi n'était pas votée, paf, le gouvernement tombe, ce qui évitait le grand inconvénient du 49.3, qui est ressenti comme tel par l'opinion publique, qui est que le gouvernement peut faire passer ses lois sans vote. Là, il y aurait toujours un vote, mais peu importe cette affaire. En revanche, je pense que c'est une méconnaissance profonde de ce que doit être l'équilibre, de même que le droit de dissolution, c'est une méconnaissance de l'équilibre entre le gouvernement et le Parlement. C'est le péché originel de la Troisième République que d'y avoir renoncé. C'est le seul péché véritable de la Troisième République sur le plan institutionnel. Et le 49.3, c'est la même chose. Pourquoi ? René Capitan, dans son grand commentaire de 1962 sur la Ve République, l'a parfaitement montré. Il montre que
L'erreur, c'est de croire, erreur de Montesquieu d'ailleurs, c'est de croire que le gouvernement, c'est un pouvoir exécutif. En fait, dit Capitan, le gouvernement, comme son nom l'indique, gouvernail, c'est le pouvoir d'orienter le mouvement législatif, d'orienter le mouvement budgétaire, d'orienter le mouvement diplomatique, qui fait qu'il propose les lois, il donne cohérence à l'action législative, il propose le budget, je termine, il propose le budget, mais je finis quand même mon raisonnement. Il propose le budget et il négocie les traités. Si, dans une assemblée décomposée, fragmentée, vous n'avez pas ce pouvoir de cohérence du gouvernement, Capitan dit le pouvoir gouvernemental, c'est un démembrement du pouvoir législatif. Vous avez à ce moment-là une assemblée totalement incohérente qui n'a ni tête ni orientation, qui erre. C'est un bateau ivre. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, l'engagement du Premier ministre, selon moi, j'en ai pas parlé à François Bayrou, doit être de dire on évite par tous les moyens le 49.3 dans la négociation. C'est pas du tout comme ça que je veux gouverner. Fini la période Rocard, fini la période Barre. Mais en revanche, je garde ce moyen car c'est la seule façon d'avoir une politique nationale qui soit cohérente. Voilà les quelques observations très brèves que j'ai voulu faire sur l'enjeu institutionnel. Mais rassurez-vous, cette brièveté sera compensée après notre premier enregistrement par les questions que vous poserez dans notre seconde partie. Richard Verly pour une brève intervention, car en Suisse, apparemment, bref, on sait ce que ça veut dire. Oui, je dirais, l'objection de Jean-Louis est recevable et reçue. Oui, ne pas, effectivement, il y a une différence entre s'engager à ne pas et s'engager à tout faire pour éviter. Alors je pourrais reformuler ce que j'ai dit. Il faut les 3 engagements. Il faut l'engagement à tout faire pour ne pas voter la censure, l'engagement à tout faire pour éviter le 49.3 et l'engagement à tout faire pour éviter de dissoudre. Ça me convient. Parfait, je vous remercie. Donc, les Helvètes avec moi. J'ai failli faire une plaisanterie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je confirme que nous allons prolonger cette conversation sur ce sujet dans la partie des échanges avec le public, mais pour l'heure, parce que il me paraît aussi important de se souvenir que pendant que nous débattons du 49.3, le reste du monde débat de sujets qui n'en sont, je dirais, pas moins importants. Intéressons-nous à la Syrie et à cette crise qui est maintenant expliquée partout, mais qui n'a jamais été prévue. Tous les services de renseignement ont été pris par surprise par la rapidité de l'effondrement en 12 jours de la dictature syrienne au pouvoir depuis 1970. Bachar al-Assad et sa famille sont désormais à Moscou, où ils ont obtenu l'asile. En 2015, c'est l'appui militaire de l'armée russe qui, face aux forces islamistes, avait permis à Damas de reprendre progressivement le contrôle d'une grande partie du pays. Cette année, malgré quelques interventions aériennes pour bombarder des rebelles dans le nord-ouest du pays, l'armée russe n'a presque pas agi pour sauver le régime de Damas. Pour Téhéran, la chute d'Assad marque également un revers majeur. Depuis la guerre civile, le pouvoir iranien avait dépêché sans relâche ses conseillers militaires et ses factions armées pour soutenir le pouvoir syrien, tandis que la Syrie jouait un rôle de relais décisif pour l'approvisionnement en armes du Hezbollah libanais, financé par l'Iran. En 14 mois, depuis le 7 octobre 2023, l'Iran a perdu son corridor d'influence allant de Téhéran à Beyrouth en passant par l'Irak, la Syrie et le sud d'Israël. Il ne lui reste que les Houthis du Yémen. Bien que voisine de la Syrie, la Turquie ne s'attendait pas non plus à la chute aussi rapide du président syrien. Partageant avec la Syrie plus de 900 kilomètres de frontières, la Turquie est devenue en 13 ans une terre d'asile pour 4 millions de réfugiés et une partie de son opposition, comme l'armée nationale syrienne. Entraînée par des conseillers militaires turcs durant les 10 dernières années, elle s'est jointe au Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire HTC, pour faire tomber le régime syrien, une occasion pour le président Erdogan de sécuriser sa frontière, de renvoyer le plus possible de réfugiés syriens chez eux et de neutraliser des factions kurdes syriennes dominées par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK turc, ainsi que les milices de Daesh présentes dans le désert syrien. Peu après l'annonce de la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre, l'armée israélienne s'est emparée sans résistance du versant syrien du Golan, montagne située à cheval entre Israël, le sud de la Syrie et le Liban, ainsi que de la zone démilitarisée qui fait tampon avec la Syrie.
Au nord du pays, 900 soldats américains se trouvent toujours stationnés depuis la guerre contre l'État islamique, l'EI. Ils y protègent notamment les Kurdes. Durant l'été 2024, les Nations Unies et le commandement central des États-Unis avaient alerté sur la montée en puissance de l'État islamique depuis les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël, avec un niveau de violence jamais vu depuis la chute du califat en 2019. Les États-Unis et leurs alliés veulent empêcher que la prise de Damas par les rebelles de HTC renforce l'État islamique. L'ombre du djihadisme plane encore sur la Syrie et le risque existe que les Syriens aient échangé la proie pour l'ombre. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, effectivement, la situation sur la Syrie est, au-delà de la joie parfaitement légitime pour la population syrienne de se libérer d'un dictateur sanguinaire, au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer quand on découvre l'ampleur de cette barbarie. Et que ce dictateur est parti comme un rat le plus vite possible pour un aller simple pour Moscou, sans prévenir aucun de ses proches. Sa femme et ses enfants étaient déjà à Moscou depuis quelque temps, et il a abandonné totalement tous ses proches. Bon. Ceci étant, la situation en Syrie, comme le rappelle Philippe, voilà, personne ne s'y attendait. On arrive à l'expliquer aujourd'hui, mais personne ne s'y attendait. Comment se fait-il que tous les renseignements, quels qu'ils soient, turcs, israéliens, américains, n'aient pas vu combien ce parti était vermoulu? Je pense qu'il y a eu incontestablement une accélération de la dégradation de la Syrie, dont une grande partie des revenus venaient du Captagon, et tout ça essentiellement avec un des frères de Bachar el-Assad, et que cette armée au fond syrienne était absolument en guenilles. Les gens n'étaient plus payés, aucune raison d'aller se battre dans ces conditions pour un pays comme ça. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas vraiment perçu. Ce qu'on n'a pas non plus perçu, c'est comment ce fameux Joulani, puisqu'il est maintenant le vrai leader, même si c'est pas lui qui est nommé Premier ministre, a évolué dans sa conception du djihadisme et dans l'organisation qu'il a mis en place dans le réduit au nord-ouest de la Syrie, qui était le réduit d'Idlib. Il a véritablement organisé une armée, structuré une armée, discipliné une armée, ce qui n'était pas le cas dans les années 2010, où il y avait énormément de désordre, de chaos entre tous ces groupes djihadistes. Joulani, lui, il a mis en place véritablement des structures qu'il a fait fonctionner d'ailleurs le temps où il était à la tête de ce réduit dans lequel se réfugiaient de plus en plus de gens d'ailleurs, avec l'appui de la Turquie, qui a vu effectivement le moyen de tenir un peu ces groupes difficiles à maîtriser, et la Turquie a une obsession, c'est les Kurdes. Et à mon avis, c'est sans doute eux qui sont en ce moment les plus menacés. C'est le PKK, c'est pour lui des terroristes. Il veut faire sa zone tampon sur les 900 kilomètres de frontières, repousser les Kurdes le plus possible, et arriver à cette fin-là est pour lui essentiel. C'est d'autant plus important que sa situation interne n'est pas bonne sur le plan économique. Il y a des vraies tensions, et que, comme toujours, quelques succès à l'extérieur peuvent faire avaler des pilules à l'intérieur. Donc, on est dans cette situation-là. Alors, Joulani, qu'est-ce qu'il joue? Il est djihadiste et il l'est resté. C'est un salafiste, et comme me le disait Richard, la France, les salafistes, on sait très bien jouer avec eux, puisque le Qatar, et ce sont des salafistes patentés, et ça n'empêche pas que, effectivement. Mais bon, il a une stratégie.
qui est une stratégie de syrianisation du djihadisme. Non pas d'un nationalisme, parce que je pense que Joulani n'est pas nationaliste. Il est dans une logique qui est une logique religieuse. C'est pas l'État-nation tel que nous, on le pense. Mais il a compris que l'État islamique tel que Daesh a voulu le faire a eu des effets absolument catastrophiques, donc il ne va pas recommencer. Il est très pragmatique, il arrive devant une situation économique qui est dramatique. Il a donc absolument besoin des aides et des investissements étrangers. Il a absolument besoin que des Syriens, qui sont entrepreneurs syriens partis en Turquie ou ailleurs, reviennent. Donc il a besoin de ne pas effaroucher. Il faut vraiment qu'il ne fasse pas peur. Donc, il faut prendre ce qu'il dit, pas du tout pour argent comptant, c'est pour le moment ce qu'il a besoin de dire. Il est face à une Syrie qui est extrêmement morcelée entre déjà plusieurs confessions, bien sûr, alaouites, chiites, sunnites, mais aussi des druzes, mais aussi des chrétiens. Donc c'est un patchwork, la Syrie. S'il n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire en acceptant de collaborer ou en tout cas de ne pas réprimer trop tôt l'ensemble de ces minorités, on aura une situation en Syrie qui sera très déstabilisée et Israël qui est à l'origine, et je m'arrêterai là, l'énorme erreur de Sinwar le 7 octobre a permis à Israël de faire bouger de nouveau toutes les cartes qu'il y a en ce moment dans les rapports géopolitiques du Moyen-Orient. Richard Verly. Alors, moi je suis pas spécialiste du Moyen-Orient, la Syrie, j'y suis allé 2 fois, un peu plus souvent au Liban. Dire que cette chute de Bachar el-Assad s'est déroulée à la stupéfaction des services de renseignement, ou disons des services tout court, des pays qu'on a cités, moi j'ai quand même quelques doutes. Parce que vous constaterez que le régime s'est écroulé, mais il y a eu très peu d'arrestations de dignitaires de ce régime et notamment de responsables des services de renseignement, les Mukhabarat, qui étaient la clé du système Assad. Où sont ces gens ? À mon avis, ces gens ont été achetés. Et je pense que ça contredit un peu l'idée que c'est une chute qui s'est faite complètement comme ça par surprise. Je pense que c'est une chute qu'un certain nombre de services, je ne sais pas lesquels, avaient préparée. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens à qui on a offert des asiles discrets, beaucoup plus discrets que celui de Bachar el-Assad. Ça ne veut pas dire qu'ils seront pas éliminés demain, mais ça c'est la loi de la jungle qu'on connaît. Mais dans un premier temps, il y a un certain nombre de gens qui ont été exfiltrés. Et maintenant, on comprend, en tout cas me semble-t-il, comment il a été possible pour Israël de dégommer dans les locaux du consulat iranien à Damas des généraux iraniens parce qu'ils avaient été donnés. C'est-à-dire qu'une partie des services de renseignement syriens sur lesquels se basait le régime Assad avait déjà pactisé entre guillemets avec l'ennemi dans l'espoir de survivre ou dans l'espoir d'obtenir l'asile. Donc je mettrai un bémol sur la méconnaissance, mais bien évidemment les services de renseignement concernés, qu'ils soient turcs, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient occidentaux, n'ont pas du tout intérêt à dire qu'ils sont à l'origine de l'arrivée d'un salafiste au pouvoir à Damas. Deuxièmement, je pense que ce qu'il passe en Syrie est beaucoup plus important que l'Ukraine. On est en Europe focalisé sur le conflit ukrainien pour des raisons légitimes, Vladimir Poutine, la stabilité européenne, tout ça on le sait, mais on est en Syrie au cœur d'un affrontement et d'un mouvement géopolitique beaucoup plus global et qui, selon moi, a beaucoup plus d'importance pour l'économie mondiale. Donc, ce qui va se passer en Syrie, et bien évidemment, c'est l'équation Israël, Turc, etc., est vraiment très important. Et je crois que les séquelles de ce conflit, prenez simplement un aspect qu'on n'a pas cité. On a le Hezbollah reconnu aujourd'hui ou hier que leur couloir d'approvisionnement militaire était coupé, mais le couloir d'approvisionnement de Wagner en Afrique pour la Russie est lui aussi coupé.
parce que tout passait par la base de Tartous, par la base navale et par l'aéroport de Latakié. Autrement dit, les milices russes aujourd'hui positionnées en Afrique ne sont plus en mesure d'avoir le soutien de Moscou comme elles l'avaient. Que va-t-il se passer sur ce front des guerres africaines menées par la Russie, notamment je pense au Mali, je pense à la Centrafrique. Deuxième élément, il y a un homme fort dans la région, il faut le reconnaître. Il s'est comporté de manière absolument barbare à Gaza. Il est poursuivi, ou à juste titre à mon sens, par la Cour pénale internationale, c'est Benyamin Netanyahou. C'est lui l'homme fort. Il a gagné la guerre, il est en position de force, il sait que Donald Trump va arriver en pouvoir à Washington dans quelques semaines. Donc moi j'ai une question, je n'ai pas la réponse, que va faire Netanyahou? Qui peut être là à l'occasion, et vous savez que les États sont très oublieux des crimes passés, malheureusement, mais c'est la raison d'État. Il a peut-être l'occasion dans cette reconfiguration régionale de faire oublier les crimes de guerre évidents qui ont été commis par l'armée israélienne à Gaza. Bien évidemment, et ça c'est sans doute le plus triste, mais on verra, la cause palestinienne sera celle qui paiera le prix de cette recomposition régionale. Et enfin, dernier élément, il y a une alliance de facto aujourd'hui. C'est pour ça que je disais en plaisantant qu'en France on n'a pas de problème avec les salafistes à condition qu'ils soient riches, qu'ils achètent des hôtels particuliers dans les beaux arrondissements et qu'éventuellement ils achètent des clubs de football. C'est-à-dire que au fond, tout le monde rêve de faire de Monsieur Djoulani un nouveau Qatari, en quelque sorte. C'est ça le modèle. Si on pouvait avoir un salafiste qui développe son pays, je crois que c'est un très joli coup pour Erdogan quand même. Et je pense qu'au fond, une partie de l'équation salafiste, si je puis dire, ou islamiste, va se jouer entre le Qatar, les pays du Golfe qui ont l'argent pour reconstruire la Syrie, et la Turquie, qui, elle, bien évidemment, va tenter d'éliminer ou de repousser encore plus les Kurdes. David Jays. 4 remarques. La première, c'est que ça n'est pas parce que c'est stupéfiant pour beaucoup d'opinions occidentales et peut-être même, hélas, beaucoup de services de renseignement, que c'est imprévisible. Car voilà un régime qui était tenu à bout de bras par une agrégation de forces militaires qui ont toutes été considérablement affaiblies ou redéployées ces dernières années. La Russie, pour des raisons évidentes de guerre en Ukraine, le Hezbollah qui a été assez largement démantelé, sinon décapité, il y a quelques mois par l'armée israélienne, et puis bien sûr l'Iran. Et pour ajouter à ce que disait Richard, il est quand même étonnant de voir coup sur coup l'effondrement de Hezbollah, alors que c'était un parti ultra secret dont on n'arrivait pas à localiser les dirigeants, et l'effondrement du régime syrien. On peut se poser la question effectivement de fuite au sein des renseignements syriens, donc les mukhabarat. On peut aussi se poser la question, et ça c'est une boîte noire pour moi, de ce qui se passe en Iran. Parce qu'une grande partie de l'équation, en réalité, est en Iran. Et si l'Iran n'avait joué aucun rôle dans tout ça, je pense pas qu'il aurait pu y avoir, coup sur coup, l'effondrement de Hezbollah et dans la foulée, la chute de la maison Assad. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faut quand même se réjouir du départ de ce boucher. Tout a été écrit par le très grand chercheur Michel Seurat. Dans une série d'articles commis au début des années 80, Michel Seurat, qui est mort dans les geôles de Hezbollah d'ailleurs, qui s'appelle « Syrie, l'état de barbarie », où il montre que le pouvoir syrien s'est construit sur la captation des ressources de l'État et de la force publique par une petite minorité qui très longtemps a été opprimée, qui est une dissidence chiite qu'on appelle les Alaouites, et que cette minorité dont Hafez al-Assad, le père de Bachar, était le leader. Et dès 1982, dès les premières insurrections des frères musulmans à Hama ou à Homs, la réponse de ce pouvoir syrien, c'est systématiquement la même, broyer la population pour maintenir son pouvoir. C'est-à-dire que c'est un État, et c'est presque sans équivalent, il faut quand même se rendre compte de ça, qui bousille sa société pour rester au pouvoir. Donc c'est un État de police, la colonne vertébrale de cet État, c'est les services de renseignement et la police. C'est un narco-État qui a subsisté par le trafic de drogue et de captagon, et c'est un État de barbarie. Il suffit de voir
la semaine dernière quand on a montré les sous-sols de la prison de Sednaya, véritable abattoir humain, à quel point ce régime broyait les hommes et les femmes qui se sont opposés à lui. Juste un mot quand même sur la situation maintenant. Moi, je ne sais rien des gens qui sont derrière le nouveau leader de HTS. Ce qui est certain, c'est que avec la complicité de l'Occident, on a laissé Bachar broyer une partie de l'opposition syrienne laïque qui a manifesté en 2011. Et que le risque pour la Syrie aujourd'hui, c'est de se retrouver dans la même situation que la Libye, dans la même situation que le Soudan, c'est-à-dire la politique des dépouilles, où on voit des puissances régionales par un jeu d'alliances et de contre-alliances, de manière totalement anarchique. Il faut regarder ce qui se passe au Soudan, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Qatar, la Russie évidemment. On n'y comprend plus rien, qui s'approprie des morceaux de territoire, qui soutiennent telle ou telle faction. Et ce qui est vrai, et là Richard a totalement raison, c'est que la Syrie est un môle à la fois économique, géopolitique, un verrou absolument crucial pour la stabilité de l'Europe, et qu'il serait temps qu'on s'y penche. Mais là encore, vous savez, je parlais de faillite de l'Occident dans une émission précédente. Je pense que on pourrait longuement parler de la faillite de l'Occident vis-à-vis d'Israël, qui n'a pas su mettre les lignes rouges, qui n'a pas su arrêter Netanyahou dans la guerre qu'il mène aujourd'hui à Gaza. Eh bien, je crois qu'on pourrait aussi parler de la faillite de l'Occident en 2013, lorsque après que Bachar a massacré un faubourg de Damas avec du gaz sarin. Barack Obama a reculé. Eh bien, je crois que ça, c'était un des premiers éléments de la faillite de l'Occident. Aujourd'hui, comment l'Occident peut-il jouer un rôle dans ce contexte ? Je ne le sais. Jean-Louis Bourlanges. Oui, pourquoi est-ce que cette crise n'a pas été prévue ? En tout cas, cette crise, la chute de Bachar al-Assad n'a pas été prévue. Je ne sais pas si les services de renseignement avaient des informations, si, comme le suggérait Richard, ils ont passé des accords de survie avec d'autres puissances. En tout cas, personne n'en a parlé. Moi, avec Béatrice, nous avons donné l'année dernière, dans le cadre d'un jury dont nous faisons partie, le prix du livre géopolitique à Fabrice Balanche, qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur la Syrie. Et ce qui était frappant, c'est deux choses. C'est d'une part que Balanche montrait très très bien l'illusion profonde des Occidentaux sur la force réelle de la contestation démocratique de Bachar el-Assad. Il montrait que là, on était dans une illusion complète. En revanche, il prenait acte très clairement d'un succès et d'une certaine stabilité du régime syrien. Il avait raison sur le premier point, il n'avait pas raison sur le second. Je peux apporter un témoignage personnel. J'avais accompagné le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian, en Arabie Saoudite, et nous avons eu un déjeuner avec le ministre des Affaires étrangères du gouvernement saoudien, et l'une des grandes questions posées par la diplomatie, le diplomate saoudien, c'était maintenant que Bachar a gagné, maintenant qu'il est réintégré dans la Ligue arabe, comment pouvons-nous traiter nous-mêmes l'affaire et sortir la tête pas trop basse de ce guêpier. Donc même des observateurs aussi attentifs aux réalités du terrain que les Saoudiens étaient convaincus de la solidité de Bachar. Alors personnellement, je crois que ce qu'a révélé cette affaire, c'est effectivement, comme le dit Balanche, c'est la faiblesse du camp occidental. Et le camp occidental n'a rien réussi dans ses interventions. L'Irak, ça a installé les chiites, la guerre d'Irak, ça a installé les chiites que l'on prétendait combattre. L'Afghanistan, ça a été, après des trésors d'argent et d'armes enfouis dans la lutte, un échec absolu devant quelques hordes de locteux armés d'armes légères qui étaient le pouvoir taliban.
on a réussi, même le cœur de la démocratie, du réveil du printemps arabe, la Tunisie, est très, très ressaisi par des tendances autoritaires islamiques. Donc, partout, on a eu un échec. Et c'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, je suis assez sceptique sur ce qu'on aurait pu faire si on avait suivi Obama, si Obama, n'avait pas lâché la rampe au mauvais moment. Ce qui est certain, c'est que c'était affreux de la part d'Obama d'avoir posé des lignes rouges et pas les avoir tenues. Mais est-ce que nous aurions pu, avec des forces militaires de l'aviation, changer le cours des choses à Damas? Je n'en sais rien. On aurait peut-être fait reculer la Russie. Et ça, c'était important parce que ça a donné la carence occidentale a donné des ailes à Poutine dans son dossier ukrainien. Mais sur le plan de la Syrie, ça serait pas passé comme ça. En revanche, on a vu la force d'une révolte à caractère religieux, sunnite, etc. Et là, on ne peut pas penser autre chose qu'il y a un rééquilibrage des sunnites par rapport aux chiites, alors que la guerre d'Irak avait créé un déséquilibre total. Le Moyen-Orient est quand même assez largement sunnite, et les chiites gagnaient partout en Irak, en Syrie, au Liban, etc. Donc là, il y a un recul profond, mais il faut bien voir que c'est quelque chose qui nous a totalement échappé, que nous regardons et dont nous ne savons pas les conséquences. J'ai plein d'autres choses à dire. Je voulais parler de la Syrie, mais j'en parlerai pas. De l'évolution interne. Je crois que pour les vainqueurs, Monsieur Richard a dit les vainqueurs, c'est Israël. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que les seules forces liées à l'Occident, en principe, qui ont gagné, c'est Israël et également la Turquie. La Turquie qui est membre de l'OTAN. Donc ce sont des infidèles du pacte occidental. La Turquie, c'est évident, elle joue sa carte, ce qui pose d'ailleurs dramatiquement le problème kurde et indirectement le problème arménien. Il faut bien le voir. Là, il y a danger absolu sur ces deux populations immédiates, les Kurdes, et à terme rapproché sans doute, les Arméniens qui ne sont protégés que par l'Iran. Et deuxièmement, Israël. Et alors Israël, c'est très intéressant, mais Israël a changé de nature. Israël dispose de cette formidable puissance militaire qui est d'une technicité, d'une compétence hors du commun, qui fait d'Israël la première puissance militaire du Moyen-Orient. Mais maintenant, Israël se fiche totalement des bases démocratiques, philosophiques, humanistes sur lesquelles l'État hébreu a été constitué, et ils défendent la population, l'identité juive et hébreu contre tout le monde, à l'intérieur, à l'extérieur. Et comme me disait un ancien fonctionnaire de l'ONU, il me disait le problème d'Israël, le problème et la chance d'Israël, c'est que c'est devenu un État arabe comme les autres. Et c'est ça qui est donc... Je vous remercie. Nous allons maintenant entrer dans la dernière séquence de notre conversation, celle des brèves, que j'introduirai en essayant de répondre à la question « Pourquoi faut-il aller voir La Mouette ?» de Tchekhov au théâtre de l'Odéon, où elle sera donnée jusqu'au 22 décembre dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig. Pour cette mise en scène, pour la traduction d'André Markovitch et de Françoise Morvan, traduction fluide, naturelle, précise. Excellent traducteur. Pour la distribution sans faiblesse, avec des actrices et des acteurs qui maîtrisent leur art avec densité et dépouillement et qui rendent jusqu'au creux et au non-dit des échanges, bien sûr pour la pièce, pour la manière dont son atmosphère nous enveloppe, pour cette visite à un monde borné et finissant, pour tout ce qu'il a de semblable au nôtre, pour tous les vains soupirs et toutes les vaines prétentions d'hommes et de femmes qui ont renoncé à être les acteurs de leur propre destin, mais qui ne négligent pas d'empêcher les autres d'être les leurs. Et puis, et au fond, j'aurais dû commencer par ça, en voulant vous inciter à aller voir cette pièce, parce que Le Monde en a fait une critique épouvantable. Et que ça m'a fait penser à cette phrase, avec toute la méchanceté du monde. Le Monde, c'est
le panthéon des certitudes. En tout cas, dans ces pages culturelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette critique, la méchanceté de cette critique, l'arrogance de cette critique me fait penser à cette phrase de Tristan Bernard qui disait « Il y a des critiques qui apprendraient aux moutons à bêler ». Eh bien, là, c'est le cas. Si vous voulez lire une critique intéressante, nuancée, riche de cette mise en scène, lisez plutôt La Terrasse, la critique de Catherine Robert, qui était la critique, la première critique, si je puis dire, de théâtre à La Terrasse. Donc, La Mouette, jusqu'au 22 décembre, au théâtre de l'Odéon. David Jayes. Oui, je voudrais vous recommander un très beau livre qui est paru récemment, qui est en fait l'édition de textes retrouvés de Jorge Luis Borges. En fait, c'est une collection d'articles et de manuscrits assez remarquable. On y retrouve vraiment toute la quintessence de l'univers borgésien. Par exemple, un texte qui s'appelle « Bulletin de toute une nuit ». Je ne résiste pas au plaisir de vous lire 2 ou 3 phrases. « Le temps, machinerie infatigable, fonctionne toujours, ou peut-être à jaillir de moi. Je suis un mendiant de souvenirs pour un moment que les montres ne commandent pas et qui s'élargit presque en éternité. Je me dépouille de mon nom, de mon passé, de mon avenir. Je suis n'importe qui. La vision m'a déjà quitté, le rêve, le toucher. Je ne suis plus personne. Je suis comme les plantes noires d'obscurité dans un jardin noir que le jour ne réveillera pas. Ce n'est pas dans la lumière du jour, mais dans les ténèbres que je gis. Je suis estropié, aveugle, déchaîné, terrible dans ma disparition quotidienne. Je ne suis personne. Jean-Louis Bourlange. Oui, vous savez que la passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou a été décalée de quelques heures, d'après mes informations, pour permettre à François Bayrou d'aller aux obsèques de Jean-Pierre Rioux. Jean-Pierre Rioux, qui était un des rares historiens à avoir écrit sur le centre. J'ai repris, Rioux était quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup de respect. C'est son fils qui dirige l'AFD, accessoirement, pour lequel j'en parlais souvent avec son fils, pour lequel j'avais beaucoup de respect et qui a vraiment écrit sur le centre des choses que je voudrais compléter moi-même. Mes amis se moquent de moi parce que ça fait 10 ans que j'essaie d'écrire un livre sur le centre, que j'en ai écrit 1000 pages, mais j'ai pas fait un livre. Et là, j'ai repris donc le Gouverner au centre, qui est le livre de Rioux, avec ce sous-titre très bon, La politique que nous n'aimons pas. Ce qui est effectivement la base. Les Français n'aiment pas la politique du centre. Et ce que montre ce bouquin, c'est à travers notamment 12 biographies de personnalités absolument centrales, centristes, mais également centrales dans l'histoire du pays. 12, ça va de Mirabeau jusqu'à Macron, à quel point ces figures centristes ont joué un rôle très important. Je vous signale que la 11e figure, la 12e c'est Macron, la 11e figure c'est Bayrou, et le sous-titre est amusant, c'est Bayrou sans Élysée. Alors on pourrait maintenant écrire Bayrou avec Matignon. Mais au-delà de cette galerie de portraits, il rappelle les 3 choses fondamentales qui sont celles du centre, la volonté de rapprocher et de réconciliation, mais ça n'est qu'une partie qu'il développe sans doute peut-être un peu trop. La deuxième chose, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que l'État existe, mais ne doit ni étouffer les collectivités territoriales, ni interdire un engagement à un niveau supérieur sur le plan européen et un engagement dans la sécurité collective. Et le troisième élément, c'est là qu'il me manque. Bon, non, mais je vais le retrouver. Si c'est possible, avant que François Bayrou n'ait formé son gouvernement. Non, je m'arrête là. Béatrice Gibelin. Moi, je voudrais vous parler d'un film d'animation, qui est La plus précieuse des marchandises, de Michel Hazanavicius, qui est d'ailleurs celui qui a fait aussi les dessins. C'est un film, c'est l'adaptation du conte de Jean-Claude Grimberg, et le fait qu'il s'agisse d'un conte, et c'est un conte qui a fait le choix des justes, et qui est dans un récit, ce qui est rare, relativement apaisé.
À la fois, c'est bien évidemment la Shoah et la barbarie, mais c'est aussi toute l'humanité du pauvre bûcheron et de la pauvre bûcheronne. C'est au fond ce que l'homme et la femme peuvent avoir de meilleur dans des situations absolument tragiques. Et le fait que ce soit un conte lui donne une ampleur universelle, bien qu'on soit dans une singularité historique totale. La plus précieuse des marchandises, effectivement, amène à l'universel. Et comment le dessin permet peut-être une certaine forme de réalisme et qui nous aide à toucher le réel. Enfin, c'est un très, très beau film. Jean-Luc Bourlange a retrouvé son Oui, quatrième membre, je vous rappelle, c'était quelque chose d'absolument central. C'était le respect de l'état de droit et l'attention à toutes les procédures de démocratie représentative. Vous voyez à travers ce lapsus cette perte de mémoire, que effectivement, il est temps pour moi d'arrêter la politique. Richard Verly. D'abord, une petite note complémentaire. José Luis Borges est enterré à Genève, au cimetière des Rois, puisqu'il a fini sa vie en Suisse. Je vous recommande, c'est un très joli cimetière à Genève, très simple, et sa tombe est très simple. Ensuite, je dois confesser une erreur que j'ai moi-même commise. La semaine dernière, dans une brève, j'ai mal traduit le titre du livre consacré à Donald Trump en anglais par Maggie Haberman, Confidence Man. Je l'ai traduit comme l'homme qui a trop confiance. En fait, c'est l'arnaqueur. Confidence Man en américain, ça se traduit par Con Man, l'arnaqueur. Donc le titre du livre de Maggie Haberman consacré à Donald Trump, c'est l'arnaqueur, la fabrique de Donald Trump et la destruction de l'Amérique. Voilà pour cette correction. Et ensuite, deux brèves très rapides. Une première, mais je pense pas besoin de le dire, ça a été beaucoup vu, mais le documentaire consacré à la dissolution de France Télévisions, Dissolution, histoire d'un séisme politique, par Michel Cotta, Patrice Duhamel et Jean Garrigue. Je vous le recommande vraiment parce qu'à travers tous les entretiens, il montre combien cette décision, que je persiste à dire démocratique, puisqu'il s'agissait de redonner la parole aux électeurs, a été prise dans des conditions absolument abracadabrantesques, pour citer un chef de l'État précédent. Et enfin, la brève elle-même, c'est Charles Danzig, l'écrivain et éditeur chez Grasset, qui a produit une histoire littéraire des Français. Et je vous recommande dans cette histoire littéraire des Français publiée aux éditions Bouquin, le formidable, donc c'est des extraits de grands textes, la formidable récit de la Révolution de 1830 par Alexandre Dumas. C'est absolument passionnant et ça raconte comment un régime isolé qui ne veut pas voir qu'il est discrédité finit par tomber. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site tandis que Olivier Magloire veille aux plateformes de financement, Arnaud Galabé qui a enregistré cette conversation avec Fabrice Gros et qui vont d'ailleurs continuer maintenant à faire remplir leur office dans les conversations, les échanges que nous allons avoir avec le public de l'école alsacienne dont je remercie le directeur ici présent et dont je célèbre l'hospitalité. À tout de suite pour les enregistrements et à mercredi pour leur diffusion.